Bonjour Sébastien, ravi de te retrouver pour cette deuxième conversation sur le pouvoir. Nous avons d'autres questions à te poser, donc nous allons te les poser. Alors la première, quelles sont les qualités à nourrir ou à faire grandir pour développer son ou ses pouvoirs? Alors évidemment, ça dépend du pouvoir. Si c'est la paix, par exemple, peut-être je pourrais développer comme qualité l'apaisement, le calme, la capacité à ne pas être dans une agitation mentale. Il va y avoir des espèces d'étapes pour arriver à un état qui serait permanent. La paix, ça serait une absence de conflit, de chaos, quel que soit l'état qui m'entoure, l'ambiance qui m'entoure, etc., etc. Si c'est le pouvoir de discernement, il va y avoir des étapes qui seront la concentration, l'écoute, le non-jugement, l'instant présent, développer l'instant présent, parce que si je veux pouvoir discerner, les seules choses qui sont discernables, c'est dans l'ici et maintenant. Alors, on peut toujours voir des choses dans le passé ou éventuellement dans l'avenir, mais les informations les plus utiles dans l'action sont dans l'ici et maintenant. Donc voilà, je pense qu'à chaque capacité, parce que le pouvoir est une capacité, il y a des étapes avant la maîtrise, j'allais dire la plus haute et la plus stable du pouvoir. Du pouvoir donc qui amène à un état. Et l'état permet aussi une manifestation spécifique du pouvoir. Après, ça se scinde. Dans notre culture, on résume souvent le pouvoir à l'action de deux forces positives et négatives. En Orient, cela correspondrait au yin et au yang. Nous avons l'habitude de ces deux opposés. L'ombre, le côté obscur, à l'extrême amène domination, contrôle, irrespect de l'autre, jeu psychologique, déni des cadres et des lois humaines censées et de la loi divine qui sont rejetées. La lumière, le côté éclairé, en opposition serait soumission, acceptation, respect de l'autre, compréhension, accord des cadres et des lois humaines sensées et divines qui sont validées. Peux-tu nous expliquer ces deux forces ? Bon, déjà, il y en a 4 dans la question. Parce que si on part du yin et du yang, en tout cas sur la version originale, effectivement, il peut y avoir un côté ombre et lumière très basique, comme en montagne. Mais il y a effectivement le côté lumineux des choses et le côté obscur des choses, comme dans Star Wars. Et pour moi, ce sont 4 pôles différents, parce que voilà, il y a une nuit qui n'est pas forcément négative, et il y a du sombre qui n'est pas forcément négatif, et il y a une lumière qui peut être négative et une lumière qui peut être positive. Moi, je pourrais même rajouter que ce que j'entends aussi dans cette question, c'est dans le pouvoir plus spécifiquement, il y a un pouvoir d'émission et il y a un pouvoir de réceptivité. Donc c'est ça le plus intéressant, qu'on pourrait retrouver aussi dans le yin et dans le yang. D'accord ? Donc, je vais essayer de répondre en 2 temps. Pour moi, il y a tous les pouvoirs qui sont émissifs, qui peuvent être la parole, par exemple. Ça, c'est émissif. Et l'écoute, c'est réceptif. D'accord ? Quand je veux ressentir, être en empathie avec l'autre, là, c'est quelque chose de réceptif. Mais quand je veux envoyer quelque chose à l'autre, eh bien là, c'est émissif. Donc les pouvoirs, ils sont souvent dans un jeu d'émission et de réception qui doit s'adapter à l'instant du moment, ou dans une neutralité, parce qu'on a déjà parlé de la neutralité, qui est la non-action. C'est pas parce que j'ai le pouvoir de changer les choses que je vais les changer. Parce que je peux, que je dois, ou que c'est juste. Ça, c'est très important. Mais voilà, pour moi, il y a des pouvoirs qui ont des tendances à être plus émissives et d'autres plus réceptifs. Et c'est souvent l'association des deux qui nous permet un juste milieu, avec effectivement le 3e pôle qui est d'être ni dans l'émission, ni dans la réception. Après, effectivement, on peut parler d'un côté lumineux qui serait
l'utilisation des pouvoirs dans effectivement le but de conscience le plus élevé qui serait de se réaliser, d'atteindre un niveau supérieur de divinité ou autre, je ne sais jamais trop quel mot mettre là-dessus et quel mot les gens ont envie d'entendre, mais en tout cas d'être un être qui élève l'humain à un autre niveau, un être d'amour, de paix, de sensibilité, de présence, présence au cosmos, présence à la Terre, présence à l'environnement, vous voyez, pas un monde où tout le monde s'en fout de tout le monde, des escargots, des blaireaux et des bistrots. C'est une espèce de mépris général de l'autre. Donc voilà, il y aurait ce côté de lumière, et il y aura un côté, effectivement, du pouvoir obscur. Alors là, c'est vraiment l'utilisation des énergies, c'est-à-dire se couper de la lumière pour se nourrir d'autres choses. Et là, c'est une jouissance qui est plus liée à la domination, au sentiment de toute puissance, qui est en fait un espèce de champ des possibles que l'univers nous laisse, d'expérimenter autre chose que ce à quoi on est destiné. C'est-à-dire, faire l'acte d'amour de la création, c'est de nous laisser, je sais pas comment dire, le champ des possibles, vraiment de faire n'importe quoi, et même le pire. Alors c'est évidemment pas le but, mais c'est un champ des possibles. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais après, ce pouvoir négatif, évidemment, il y a une jouissance dedans, il y a une énergie dedans, qu'on retrouve à des plus petits niveaux, parce que là, moi, je parle vraiment de l'obscur. Il y a des plus petits niveaux qui sont à les gris clairs qu'on retrouve dans nos sociétés, avec, on voit bien comment, en politique, c'est toujours des coups bas, de la domination, une utilisation négative en général du pouvoir, de l'argent et du sexe, qui peuvent aussi être utilisés de manière positive. Ce sont que des moyens aussi, ce sont que des pouvoirs, et c'est qu'est-ce qu'on en fait qui les rend dans un état ou dans un autre. Mais peut-être dans cette histoire de yin et de yang et de sombre et de lumière, c'est pas parce qu'il fait jour qu'il fait pas nuit, et c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il fait pas jour, quoi. Voilà, je laisse méditer là-dessus. Le pouvoir, ça va, ça vient. Si dans une vie, on développe un ou des pouvoirs et qu'on les utilise pour servir avec justesse, sans déviance, est-ce que ça devient un acquis de l'âme ou est-ce que ça reste un moyen ? Alors ça peut être un acquis au bout d'un moment, c'est-à-dire dans mon âme ou dans mon être supérieur, il y a une capacité à, mais elle ne va pas forcément se développer de la même façon d'une incarnation à l'autre, et elle ne va pas forcément non plus être adaptée finalement aux nouveaux trucs qui m'arrivent dans cette incarnation. Donc elle va pas forcément se manifester ou se présenter. Il pourrait y avoir aussi des circonstances où elle pourrait être un peu limitée aussi parce qu'elle n'est pas adaptée à l'environnement. D'accord ? Alors limiter un temps, limiter tout le temps, ou aussi éviter, parce qu'on a tous tendance, quel que soit notre niveau, à faire ce qu'on sait faire. Ça, c'est toujours un petit peu un piège, parce que ce que je sais faire, évidemment, vu que je le sais le faire, je le fais, et j'essaye pas autre chose. Donc, des fois, c'est intéressant de ne pas utiliser qu'un seul type de pouvoir. Je suis bon en maths, je fais prof de maths. Alors là, je passe 10 vies à être prof de maths. Donc c'est bien des fois aussi que l'univers nous amène à développer d'autres qualités, d'autres choses, etc., etc. Mais on va dire que les qualités lumineuses, quand elles sont développées, elles perdurent de vie en vie, elles se construisent de vie en vie, elles ne s'en vont pas. Ce qui a été acquis a été acquis. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai en clairvoyance de ce que j'ai pu observer dans les corps supérieurs des gens. Si je développe la capacité à assumer, à porter les choses et à être un pilier dans un groupe ou dans le monde, ça, c'est quelque chose qui perdurera, par exemple. Le pouvoir de maintenir. Voilà. Y a-t-il plus de phases de pouvoir positifs ou négatifs ? Par exemple, est-ce qu'il y a des pouvoirs neutres ou extrêmes ? Alors après, il y a différents... Je ne suis pas sûr de tout comprendre la question, mais il y a différents niveaux de pouvoir, c'est un peu ce que j'expliquais. Voilà, si je repars sur mon exemple, le pouvoir qui est la capacité d'assumer qui on est ou d'assumer notre fonction, de manière très simple, c'est... tu me dis, est-ce que tu peux aller acheter le pain ? Je dis oui, c'est moi qui achète le pain.
Et ben voilà, il faut que j'assume ça. Est-ce que j'assume ça? Voilà. Est-ce que c'est toi qui t'occupes des enfants ce soir? Oui, voilà. Donc à différents niveaux. Et après, est-ce que j'assume d'être un leader au niveau sociétal? Est-ce que j'assume d'être un leader au niveau spirituel? Est-ce que j'assume les fonctions? Est-ce que j'assume la transmission? Qu'est-ce que j'assume? Et jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a le niveau, comment dire, un peu comme une graine qui naît, il y a un petit chêne, puis le petit chêne devient de plus en plus grand, et le pouvoir, c'est pareil, il y a quelque chose qui grandit, et qui devient de plus en plus fort, de plus en plus imposant, de plus en plus costaud, mais c'est des étapes. Donc, je ne sais pas s'il y a des pouvoirs neutres. La neutralité, c'est tenir ses pouvoirs, mais être juste neutre, c'est être ni chaud ni froid, c'est être nulle part. Donc être nulle part, ça sert à rien. Voilà, par exemple, on peut développer le pouvoir d'associer de la matière. Je mets un peu de farine, un peu d'œuf, je fais de la pâte. J'assemble des énergies, ça fait une autre énergie, ainsi de suite. Et après, je pourrais être dans des états supérieurs au niveau du soi, et j'aurai la connaissance des masses atomiques, et je serai capable de réunir des atomes entre eux pour créer une nouvelle forme de matière et les mettre en cohésion, par exemple. Ça, voilà. Et leur donner, je sais pas quoi, une vitesse, un déplacement, une gravité, et les rendre autonomes en termes de création. Parce que le but, c'est qu'on devienne des créateurs et des créatrices. Enfin, pour moi, c'est clairement ça. Et les pouvoirs servent à créer. À se créer soi, et après à créer. Le monde, des êtres, des nouvelles qualités. Y a-t-il d'autres éléments qui caractérisent le pouvoir? Alors les éléments, c'est les 4 éléments, des éléments... De toute façon, après, si un état est un pouvoir, une plante a aussi un état, donc elle dégage quelque chose, et ça peut devenir un pouvoir positif pour une personne ou de nuisance. Dans l'alimentation, il y a ça aussi. Je sais pas quoi, telle chose à tel état, donc si je l'absorbe, ça me fait ça, et voilà, ça devient positif ou négatif en fonction de qui je suis, etc. etc. Et bon, ça c'est une façon de voir les choses. Oui, en tout cas, si c'est les 4 éléments, par exemple, si on est juste là-dessus, bah oui, le feu, c'est plutôt tout ce qui est pouvoir de dynamisme, de manifestation, de vitalité, etc., etc. Mais ça pourrait être aussi le brûler, la destruction. L'eau, c'est le pouvoir d'empathie, émotionnel, de ressentir. On n'est pas des cailloux. Alléluia. Mais on peut, voilà, ça peut être aussi un pouvoir négatif parce que je prends tout, quoi. J'absorbe tout comme une éponge. C'est pas, voilà. Puis l'air, bah, c'est le pouvoir de communication. Voilà, ça se diffuse aussi. Trop d'air, bah, on s'envole. On est des êtres terrestres pour l'instant, donc gardez un peu les pieds sur terre. Et la terre, bah, c'est le pouvoir de la densité, c'est la force, la concentration. Est-ce que je suis capable de condenser les choses, concentrer les choses? Puis trop de terre, bah, j'étouffe ou je m'enterre. De l'utilisation ou non du pouvoir découlent différents états ou faits. Que peux-tu nous dire de l'impuissance? Bah, l'impuissance, c'est plutôt... ça peut être soit l'absence de pouvoir, soit l'absence de volonté d'utiliser ses pouvoirs, soit on n'a pas eu des permissions, des autorisations dans notre enfance de développer ou d'utiliser nos capacités. Voilà, ça pourrait être aussi la fainéantise d'utiliser ses capacités... Ou alors, effectivement, on est vraiment impuissant parce qu'on est enfant, parce qu'on est 10, parce qu'ils sont 100. Et donc, même si on est au bout de notre puissance, on est quand même impuissant à ce moment-là à changer les événements. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'impuissance. Donc, il faudrait avoir des contextes un peu plus précis pour répondre de manière plus claire. Mais voilà ce que je dirais. De la manipulation? Bah, le pouvoir de manipuler, c'est pareil. Il peut être positif ou négatif. Ça dépend pourquoi on manipule quelqu'un, dans quel but... Déjà que nous-mêmes, on s'auto-manipule avec nos blessures psychiques. Hein, on se raconte des histoires, on se ment à soi-même, comme disait une chanteuse. Donc déjà, on s'auto-manipule avec notre propre inconscient nous-mêmes. Donc déjà, c'est déjà mal barré. Puis en plus, il y a plein de gens qui nous manipulent, les médias, les machins, les trucs. Et nous, notre boulot de thérapeute, bah, il y a une forme aussi de
d'orientation. Alors, est-ce qu'une orientation est une manipulation? Enfin, ça, c'est toujours des questions très compliquées. En tout cas, si je devais dire, voilà, pour moi, la manipulation positive, ça serait, à ce moment-là, elle est positive si je rends le pouvoir à l'autre de décision et si je l'aide à être libre de tous ses choix. Ça serait pour moi la seule manipulation qui serait positive, qui serait, justement, je fais en sorte que l'autre soit un être complet et qui, justement, n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même, quoi. Mais dans l'éducation en général, c'est tout est manipulation. Alors c'est vrai que dans nos sociétés, la manipulation elle est forcément vue comme négative parce que c'est une emprise sur l'autre en lui cachant des trucs. Bon, ce qui est vrai 99% du temps, quoi. Et que peux-tu nous dire de l'abus de pouvoir? Bah, l'abus de pouvoir, c'est quand il y a trop de quantité. Alors c'est soit qu'il fallait pas utiliser ce pouvoir, soit qu'il y en a trop, quoi. C'est qu'on en profite. Voilà, après il y a toujours plein de raisons, hein. Vous avez été brimé à l'école, embêté par les grands, vous avez toujours été persécuté, puis un jour vous êtes sergent-chef à l'armée, et là vous emmerdez toutes les petites recrues, tous les gens, parce qu'enfin vous avez du pouvoir et vous pouvez écraser les autres, au bout de 30 ans de persécution. Ça c'est un classique. Donc là il y a abus de pouvoir. Bon. C'est pour ça aussi qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah, ils sont gentils, ils sont cool ». Ils sont machins, mais c'est parce qu'ils sont pas en situation de pouvoir. Vous leur filez du pouvoir, ils deviennent atroces. Puis on dit, bah, pourtant ils étaient cool avant. Non, ils étaient déjà pas cool. C'est juste qu'ils n'avaient pas les moyens de pas être cool. D'accord? Donc c'est très important aussi, hein. Moi, je trouve le plus spectaculaire, c'est les gens qui ont énormément de pouvoir, de capacités, de moyens, et qui les utilisent jamais pour nuire aux autres. Ça, c'est extrêmement rare. La tentation, j'ai des moyens, j'ai du pouvoir. Ah, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Du pognon, des femmes, voilà, de la matière, du machin, on cumule. Et puis surtout de la reconnaissance. Hein, voilà. C'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi la plus grande, ou mon bon miroir. Voilà, c'est toutes les blessures narcissiques, l'orgueil. Bon, c'est un enfer, hein. Un enfermement. Et que peux-tu nous dire de l'inaction? Bah, l'inaction, si c'est bien de ne pas bouger, bah, du coup, c'était bien de ne pas bouger. Et puis s'il fallait bouger et que vous n'avez pas bougé, bah, c'est embêtant. Si vous avez loupé le car, vous passez la nuit dehors. Voilà, on va voir en fonction des situations. Il y a aussi la notion de chaos. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer ou nous dire un petit peu ce que tu... Bah, le chaos par rapport au pouvoir, justement, s'il y avait un pouvoir à redonner, ça serait la cessation du chaos, c'est-à-dire la cessation des flux et des reflux de la pensée, du bruit, de l'agitation. Donc, il faut revenir à un pouvoir de cohésion qui met un ordre, qui met un sens, qui met une direction, et pas un bordel total où les gens s'entrechoquent comme ça, comme des... Vous voyez, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de sens, alors tout le monde va dans tous les sens, tout est n'importe quoi. Et ça, la peur est la clé du truc, c'est-à-dire plus il y a de peur, plus il y a de bordel, et moins il y a... justement, des fois il faut un aimant, il faut une direction, mais il faut une direction qui fasse sens, il faut que tout le monde puisse s'aligner, comme un archer, il faut que tout le monde s'aligne dans une direction. Et bon, alors après ça peut être sociétal, spirituellement. Voilà, sauver l'humain, ça peut être une direction. Le sauver aussi dans le sens, quelle est notre grandeur, quel est notre but? Est-ce qu'on est juste là pour bouffer le plus possible, polluer le plus possible, mettre des satellites partout, des merdes, se tirer dessus à droite à gauche, ou est-ce qu'il y a un appel plus vaste, un état de conscience plus vaste, qui nous amène aussi à explorer d'autres continents, d'autres planètes, et à développer toute notre possibilité. Bon, on a un drame dans ce monde, c'est qu'il y a plein de continents et que tout le monde aime bien se foutre sur le nez, mais l'idée d'avoir une société complète, intègre, qui choisit un but commun, alors après chacun a sa méthode d'aller au but, mais au moins avoir un but commun. Ça sera une bonne inversion du chaos.
Et le chaos se nourrit du chaos. Hein. Quand les gens foutent le bordel, d'autres foutent du bordel et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus il y a de bordel, donc il faut un moment, il faut stopper, déjà à l'intérieur de soi, tous ces mouvements, j'aime pas, j'en peux plus, blablabla, je veux ci, je veux ça. Tout ce bazar, à un moment, il faut arriver, soit à travers la méditation, la concentration, la paix, mais à arriver, pourquoi pas aussi à une immobilité momentanée de stopper. Et de là, après, j'agis. Comment mettre de l'ordre, rester soi-même dans la justesse lorsque le pouvoir qui nous est imposé est injuste? On peut toujours partir de l'idée, même si c'est évidemment des fois très très difficile, hein, si on est en train de te torturer, c'est pas très drôle, mais qu'on est responsable de notre état. Donc même si il y a un pouvoir injuste qui nous écrase, je peux quand même, moi, rester dans un état de paix, d'amour et autres. Ça ne veut pas dire que je m'écrase. Ça veut dire que là, soit je peux rien faire, soit ce que je vais faire ne suffira pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut mieux perdre, en sachant qu'on va perdre, mais que c'est ça qui est juste de faire, que s'abstenir. Donc après, il y a des pouvoirs injustes qui nous écrasent. Donc voilà, moi j'essaierai de rester dans l'état le plus élevé à l'intérieur de moi, même s'il y a un pouvoir injuste qui m'écrase. Et j'essaierai de comprendre comment ça se fait qu'il y a un pouvoir injuste qui m'écrase. D'où vient le pouvoir de ce pouvoir injuste? Nous, on sait généralement, c'est que les gens, ils élisent ou on met au pouvoir des gens qui sont dans des pouvoirs négatifs, obscurs, dominateurs. Et systématiquement, ces gens-là, avec diverses techniques, se débrouillent toujours pour être au sommet. Ou quand c'est plus eux, c'est leur clone. Et je pense qu'il y a une grosse responsabilité. En hermétisme, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. Il y a aussi une grosse responsabilité. S'il y a un pouvoir comme ça qui nous écrase, c'est d'où il vient. Qui c'est qui l'a mis là en place et qui c'est qui le tolère? Il peut y avoir aussi une mauvaise adaptabilité, c'est-à-dire aussi, c'est important de s'adapter dans le monde. Puis à un moment donné, il faut arrêter de s'adapter. Il y a plein de trucs qui sont dégueulasses, vides de sens, stupides. Et donc, c'est un moment, il faut dire stop. Mais on a une espèce, nous, en Occident, une espèce de confort négatif, notre canapé, le frigo, du jambon pas frais. On est content. Donc, on se laisse écraser aussi parce qu'on n'a pas encore faim, on n'a pas encore soif. Et puis, on s'arrange pour qu'on n'ait pas trop faim, pas trop soif. Voilà, j'essaierai aussi d'avoir une grille de lecture pour comprendre ce qui me dépasse en termes de pouvoir négatif et comment ça se fait que le pouvoir que Dieu me donne ou le pouvoir que j'ai moi en tant qu'être divin, je ne peux pas l'utiliser pour contrer ces forces qui m'écrasent. Parce que si je ne peux pas l'utiliser, c'est qu'il y a quelque chose dans le collectif qui ne va pas, quoi. Maître Philippe, qui avait de grands pouvoirs, disait « Je suis le plus petit d'entre vous, le chien du berger, et aussi, je suis tout petit, le plus petit. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer la corrélation existant ces états ?» C'est l'humilité. Je pense que, j'ai toujours dit, je ne vais pas parler à la place du Maître Philippe, j'ai bien trop de respect pour ça, mais... Et puis, bon, en tout cas pour moi, si le pouvoir, il ne m'appartient pas, s'il vient d'en haut, s'il vient du divin, de l'univers, je sais pas, en tout cas, s'il y a quelque chose qui passe à travers moi, ce pouvoir ne m'appartient pas. Mais pour ça, du coup, il faut que je fasse de la place à l'intérieur de moi. Il faut que je sois de plus en plus transparent à recevoir ce pouvoir. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité, de faire quelque chose de petit en soi pour que justement notre structure, elle soit plus petite puis qu'il y ait de la place pour que ça passe, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, je suis le plus petit d'entre vous, c'est aussi parce qu'à un moment donné, je sais aussi qu'il y a quelque chose de plus grand, et que ce plus grand, il a besoin de place pour pouvoir s'exprimer, quoi. Ça pourrait être une explication. En tout cas, l'humilité, la prière, la grâce, s'effacer pour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Faire silence. Bon, c'est l'inverse, vous voyez. Et en quoi la véritable humilité est-elle un pouvoir? Parce que je pense que l'univers ne peut pas confier les plus grands pouvoirs ou laisser apparaître les plus grands pouvoirs à des êtres qui seraient
pas capable de les gérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas des fois capable de gérer ses pouvoirs aussi supérieurs? C'est une espèce d'avidité, c'est un truc où on aurait besoin de s'en servir à nouveau pour de la reconnaissance. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'utiliser mes pouvoirs pour utiliser mes pouvoirs, pour en avoir la sensation, pour vérifier que c'est bien moi le plus puissant, que je suis capable de, etc., c'est là le début de la faute, c'est là le début de l'erreur. Il faut que, même si j'avais le pouvoir de faire apparaître un objet, de le faire disparaître ou de passer à travers les murs, tout ça, si j'ai besoin d'utiliser mes pouvoirs, ça n'ira pas parce qu'il y aura forcément un moment donné où je les utiliserai alors que je ne dois pas les utiliser. Ou que je vais les utiliser, ok tiens, c'est juste de déconstruire cette plante. Ok, très bien. Mais du coup, j'ai déconstruit tout le bosquet, j'ai déconstruit... et puis on m'avait dit, j'avais senti qu'il fallait déconstruire en 5 minutes, puis j'ai tout déconstruit en 1 minute. Donc finalement, c'est trop. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. L'humilité rassure l'univers, entre guillemets, sur le fait que celui qui a le pouvoir ou celle qui a le pouvoir de tout changer ne va pas le faire. Qu'est-ce qui fait que les problématiques de pouvoir se manifestent ou non lorsqu'on est en relation avec quelqu'un? Après ça, c'est souvent les jeux psychologiques. C'est le rapport entre les différentes structures de caractère, les différentes structures psychiques, les choses dominant-dominées, et puis les projections, le désir, la peur. Tout ça crée potentiellement des jeux de pouvoir auxquels on aime bien jouer ou avec lesquels on s'affronte. Voilà, les attentes déçues, les contrats non respectés. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle jeu psychologique, où chacun utilise ses pouvoirs, ses qualités de différentes manières pour revivre toujours les mêmes scénarios, les mêmes peines et les mêmes résultats. Lorsque l'on a tendance à vouloir prendre le pouvoir sur les autres dans certaines situations et à ne pas suffisamment manifester ses pouvoirs dans d'autres situations, est-ce que la cause de ces deux attitudes peut être la même? Bon, alors, simplement, la réponse peut être oui ou non, parce qu'en fait, ça, il faudrait regarder, quand j'utilise trop ou pas assez, est-ce que c'est la même instance déviante à l'intérieur de moi? Il y en a peut-être une, j'utilise trop, parce qu'à 14 ans, je suis devenu le plus grand de ma classe, le plus balèze, et du coup, c'est ça qui fait que. Puis quand j'utilise pas, c'est peut-être parce qu'à 6 ans, je faisais encore pipi au lit, et puis du coup, tout le monde se moquait de moi, puis du coup, des fois, j'ose pas, nanana. Donc c'est pas forcément les mêmes zones, les mêmes organes, les mêmes zones du cerveau, les mêmes niveaux psychiques à l'intérieur de moi qui me mettent dans le trop ou le pas assez. Mais ça pourrait être ça pourrait partir de la même base, un truc qui pourrait être, je sais pas quoi, je me retiens, puis d'un seul coup, à force de me retenir, du coup j'en fais trop. D'un seul coup, du coup j'ai plus rien, donc je fais plus rien. Donc il pourrait y avoir aussi des espèces de mouvements. Voilà, de trop et de pas assez, quoi. Si je vide le pot de sel dans les pâtes, les pâtes sont trop salées, puis j'ai plus de sel pour les riz le soir. Voilà, à méditer. Sur quels états, besoins, visées positives et évolutives peut-on se brancher à l'intérieur de soi lorsqu'on constate que l'on est dans l'abus de pouvoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou qu'on n'arrive pas à manifester un ou des pouvoirs? Bon, je pense que la première chose, c'est quand on s'en aperçoit, déjà on s'excuse, on s'assoit à l'intérieur de soi, hein, c'est vraiment ce que je fais la paix, et c'est pourquoi c'est trop, pourquoi d'un seul coup j'en fais trop? C'est parce que généralement j'ai contenu avant, donc j'en profite, d'un seul coup il se passe un truc, donc là où j'ai pas utilisé mon pouvoir d'arrêter les autres, d'un seul coup j'arrête la mauvaise personne. Là où j'ai pas utilisé mon pouvoir de définir des cadres, du coup je cadre trop l'autre, donc j'essaierai de comprendre qu'est-ce qui fait que j'en arrive là, etc. Mais le premier truc, voilà, je m'excuserai, j'essaierai de reprendre le truc et de remettre la situation dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui fait que j'en ai trop fait, quoi. Ça, généralement, c'est parce que j'ai accumulé. Ou que j'ai projeté. Je me suis dit, je sais pas quoi, il paraît que t'as brûlé ma maison et du coup, je vais vraiment m'énerver, quoi. Et en fait, l'autre a juste, je sais pas quoi, allumé une allumette. Donc, il va y avoir une disproportion en termes de réaction par rapport à l'événement. Il y a des pouvoirs qui nous sont propres et des pouvoirs qui se manifestent à travers nous.
En quoi et comment est-ce lié? Ça peut être lié, ou pas lié. Alors c'est vrai que si dans ma nature, dans cette incarnation, j'ai plutôt un tempérament guerrier, on pourrait imaginer que j'ai plutôt des pouvoirs guerriers qui ont passé à travers moi. Si c'est plutôt des pouvoirs de grâce, de compassion, d'effacer la douleur, les péchés, ça pourrait être... je vais peut-être canaliser d'autres pouvoirs ou pas. C'est-à-dire que ce sera soit mes propres pouvoirs que j'ai développés, soit des pouvoirs qui passent à travers moi. Mais quand c'est quelque chose qui descend à travers nous, moi je pense que le champ des possibles, il est là. Et après, évidemment, l'univers a tendance à passer là où ça passe. C'est comme dans la vie en général. Vous voyez, l'eau, elle coule, suit la pente. Hein. Donc, généralement, le Christ avait quand même un tempérament plutôt j'y vais. Donc, il avait un pouvoir qui était quand même très fort, très masculin, très feu. Même s'il finit courbé ou autre, il y a toujours la notion de résurrection, mais il le dit clairement, vous n'auriez aucun pouvoir sur moi si mon père ne le permettait pas. Sinon, c'était inversement, c'est les Romains qui portaient la croix. Le pouvoir et l'image qui va avec sont-ils un moyen d'obtenir de l'argent et ou du sexe? En est-il de même pour le pouvoir spirituel? Alors, en général, de toute façon, c'est quoi l'idée j'utilise des pouvoirs dans la société, dans les machins, spirituellement? C'est souvent les gens, ce que je dis depuis un moment, ils veulent avoir finalement une sensation agréable en utilisant leurs pouvoirs, soit en les utilisant, soit en ayant un retour. Donc le retour, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien? Généralement, c'est la nourriture, je sais pas quoi. Pour plein de gens, ça va être les besoins fondamentaux, les bagnoles, le sexe. C'est l'empire des sens. Donc c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'utiliser nos pouvoirs pour pouvoir se satisfaire en termes de sensations agréables. Donc évidemment, il y en a qui utilisent aussi leur pouvoir spirituel ou la spiritualité comme moyen d'avoir du sexe, de l'argent, de la reconnaissance, ou de la domination, ou de la fascination. On pourrait penser que plus on va dans des notions spirituelles, moins devrait y avoir ça, alors que non, il y en a autant qu'ailleurs, des fois, voire pire, quoi. Ou de manière plus malhonnête, quoi, parce qu'à la limite, il y a certaines personnes qui assument dans ce monde de dire moi j'aime avoir du pognon, j'aime avoir du sexe, voilà, trader, flambeur, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une petite forme d'honnêteté. Il n'y a pas des fois ce côté oui, on fait ça pour je sais pas quoi, pour le spirituel, pour Dieu, pour machin, pour ceci, alors que derrière, c'est une façon de récupérer je sais pas quoi, des femmes, des hommes, de l'argent, de la reconnaissance, etc., etc. Je tiens quand même à préciser que dans ce monde, on a besoin de moyens, d'argent ou de trucs pour troquer. Et la sexualité, c'est très bien. Donc, c'est une fois de plus, et être dans de la reconnaissance, de la gratitude, c'est aussi très bien. Le problème, c'est l'esclavagisme par rapport à ça, et d'utiliser de manière sombre ou détournée, ou justement dans une manipulation négative. Une fois de plus, c'est pas le problème, le sexe, l'argent ou la reconnaissance, c'est qu'est-ce qui nous amène à être là-dedans et comment on les utilise. Et est-ce que c'est dans un échange, dans du consenti, dans du simple, ou est-ce que c'est vicelard, quoi? Est-ce que c'est tordu? Est-ce que c'est glauque ou je ne sais trop quoi? Voilà, c'est souvent ça le problème. Parce qu'inversement, si vous avez personne qui est dans la gratitude pour vous, vous n'avez pas d'argent et pas de sexe, vous avez intérêt à être un bon yogi. Ce que je vous souhaite, hein. Et sinon, c'est plus dur, quoi, hein, quand même, la vie. D'accord. Mais c'est le désir, c'est normal d'avoir du désir, et puis de vivre son désir, sans évidemment abuser les autres. Et un jour, on lâche ça, on passe à autre chose. D'accord, parce qu'il y a beaucoup mieux derrière. Mais voilà, ça fait partie des étapes. Mais ça ne peut pas être une finalité. Comment sortir de l'image projective que l'on porte sur quelqu'un qui a du pouvoir? C'est souvent la fascination. Quand on rencontre quelqu'un qui a du pouvoir, on est fasciné, on aimerait avoir le même pouvoir que lui, généralement, auquel on aimerait être sous sa, je sais pas quoi, sa protection,
sous ses moyens financiers. Enfin, je sais pas, ça dépend de quel pouvoir, si c'est pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir ceci. Voilà. Et alors après, il peut y avoir du positif. Si je rencontrais, je sais pas quoi, moi, un maître ou un être réalisé, je pourrais aussi voilà, me dire, tiens, il y a des pouvoirs qui sont là, mais ce qui serait intéressant, c'est pas tant les pouvoirs que la personne possède, c'est plutôt de dire comment obtenir le même état que vous, comment être dans cette béatitude, je sais pas quoi, cet amour, cette paix, cette bienveillance, cette autonomie, cette créativité. Ouais, ça serait top, quoi. Donc, et puis l'autre, c'est l'autre. Je pense que quel que soit l'autre, quelle que soit sa puissance et son état, c'est respectable ou pas, mais que chacun aussi doit développer ses capacités à son rythme, à son niveau, à sa propre manière. On n'est pas des clones. Et voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont admirables, mais il faut éviter toute forme de fascination. Gardons l'émerveillement, laissons la fascination. Parce qu'il y en a un qui enferme et l'autre qui ouvre. Une personne qui a une place et ou un pouvoir se voit enrichie, gratifiée et reconnue. Comment peut-elle éviter de sombrer dans le pouvoir ? Comment rester juste envers ce qui est et ne pas jouer à être ce qui n'est pas ? Et justement, l'idée, c'est ce que je suis est plus important que ce que les autres pensent, ce que les autres projettent. Et aussi de voir à quel moment je commence à me faire avoir. Et des fois, quand est-ce qu'on... qu'est-ce que t'es belle, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus fort, c'est ceci, cela, à un seul coup. Ça se met à gonfler à l'intérieur, d'accord ? Ça fait tellement du bien alors de la reconnaissance et du machin, oui. Mais du coup, on en devient esclave. Parce que quand les autres arrêtent de vous dire que vous êtes le meilleur ou autre, on a envie de refaire des trucs pour qu'ils nous le redisent, parce que ça fait du bien. Et donc, on est dans une situation de dépendance. Et là, ça nous amène à devenir un affreux personnage, généralement, d'accord ? À toujours en faire des caisses et des montagnes pour obtenir reconnaissance ou autre. Ou si c'est notre beauté, on va aller faire de la chirurgie esthétique, etc., etc. Ou alors écraser ceux qui commencent à nous dépasser. Parce qu'ils sont plus beaux, plus forts, plus jeunes, plus spirituels, plus je sais pas trop quoi. Donc là, pareil, c'est toujours accepter à un moment donné qu'il y a plus gros que soi, quoi. Comment ne pas prendre de pouvoir sur ceux qui ont du pouvoir ? Comment respecter la notion de hiérarchie ? Alors après, ça, c'est les contrats. Moi, si je travaille pour quelqu'un, ou s'il y a un être qui m'est supérieur, ou même inférieur, peu importe, on peut se mettre sous l'état de commandement de quelqu'un, quand c'est choisi. Des fois, c'est bien de dire, tiens, c'est toi le chef, c'est toi qui décides. Moi, j'aime bien, des fois. À ce moment-là, c'est choisi, c'est un accord, donc il y a un contrat, tu sais, t'es là à 9h, tu repars à midi, tu fais ci, tu fais ça, t'es d'accord ? Ouais, c'est clair, c'est propre. Si, je croise, je sais pas moi, demain matin, je croise le Bouddha dans la rue, bon, peu de chance, mais on sait jamais. Peut-être s'il me disait, tiens, tu peux m'aider à charger cette charrue, je dirais ouais. Ou s'il me disait, je t'ordonne de charger cette charrue, peut-être je me dirais, tiens, ok, ça m'intéresse d'être dans une soumission acceptée, pas de souci. Ça repose des fois. Ou pas, je lui dirais, Bouddha, combien t'es payé de l'heure ? Il faut vérifier. Comment ne pas répondre aux enfermements, aux projections, quand on a un pouvoir ? Là, on retombe après, voilà, c'est sûr que les gens peuvent être... Si tu as un pouvoir de destruction, si tu as un pouvoir de contrer le mal, je sais pas quoi, de passer le feu, si tu as un pouvoir voilà, peu importe ton pouvoir, il y a du coup ce que les autres projettent sur toi, et de savoir que tu n'es pas ton pouvoir. Moi, j'ai ce pouvoir, mais ce pouvoir n'est pas moi. Ça, c'est ça la clé. Et si demain, je n'ai plus ce pouvoir, ma valeur n'a pas disparu. Ce qui fait la valeur d'un être, c'est pas ses pouvoirs. C'est sa conscience et sa capacité à aimer. C'est ce qu'il est. Voilà. Donc, du moment qu'on croit qu'on est nos pouvoirs, c'est mal barré, quoi. Et du coup, comment ne pas s'enfermer soi-même dans l'image que représente une place ou un pouvoir ? Mais c'est une fonction. Moi, je sais que quand je fais des formations en magnétisme humaniste ou autre, je suis formateur. Je sais pas comment dire, je suis payé pour ça, c'est mon rôle, c'est ma fonction.
Donc je peux utiliser des capacités, des trucs, mais c'est un rôle, c'est une fonction. Quand j'arrête, je suis plus là-dedans. C'est des contrats relationnels, c'est des contrats de vie, c'est des cadres, c'est des espaces, c'est des temps. Et puis les fonctions, elles durent un temps. On a été enfant, on a été ado, on est adulte, on a des métiers, puis après on est en retraite. Enfin, nous, on n'y sera peut-être jamais, on ne sait pas. On va voir. Puis dans une incarnation, on fait ça, puis dans une autre incarnation, puis entre deux, puis voilà. Bon, ce qui est important, c'est de faire et être ce qu'on a à être et faire dans l'instant où on est, et là où on est. Puis, mais ça passe, tout passe. Merci. Merci Sébastien pour cette conversation. Avec plaisir.